Bonjour, dans cet exercice, on s'intéresse à un principe, on va dire, d'une machine réfrigérante qui est décrite ici. Donc, on a un liquide réfrigérant dans un réfrigérateur. On considère, alors le point important pour l'exercice, pour simplifier, c'est qu'on supposera les cycles réversibles. Et ensuite, c'est les indications classiques de transfert thermique, de travail, avec les notations habituelles. Donc, ce qui est demandé au départ, mais qu'il est toujours souhaitable de faire, c'est toujours de commencer par un schéma de principe. Donc, pour le schéma de principe, on rappelle que le système auquel on va appliquer les principes de la thermodynamique, c'est le fluide caloporteur. Donc, c'est lui qui circule dans les différentes parties du réfrigérateur, c'est enfin, le cycle, c'est-à-dire l'évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. Alors, ce fluide caloporteur, il passe à un moment au contact de la source froide. La source froide, dans le cas du réfrigérateur, c'est bien sûr l'intérieur du réfrigérateur et donc ce qu'il contient. Donc voilà pour l'intérieur du réfrigérateur. Et tout ça, c'est à une certaine température TF. Alors bien sûr, il va falloir pour que le réfrigérateur fonctionne que le réfrigérateur ayant tendance à se réchauffer du fait que de l'énergie thermique via les parois passe de la pièce dans le réfrigérateur, il faut bien sûr en continu le refroidir. Et pour cela, on va prélever un transfert thermique, on va prélever de l'énergie interne de la source froide via un transfert thermique. Et donc on aura le transfert thermique qui va de la source froide vers le fluide caloporteur. Encore une fois, tous les échanges thermiques vont être définis comme reçus par notre système. Et ce QF là doit être positif, ce qui fera que le réfrigérateur va donc bien pouvoir, l'intérieur va pouvoir se refroidir. Et bien sûr, pour que ceci puisse se produire, il faudra, lorsque le fluide caloporteur passe au contact de l'intérieur du réfrigérateur, que le fluide caloporteur soit plus froid que la source froide. Voilà. Bien évidemment, le réfrigérateur ne fonctionne pas par magie, donc vous avez un travail qui est forcément fourni. C'est un travail, bon, il y a branché votre réfrigérateur sur une prise électrique, et cette prise électrique alimente un compresseur qui va fournir un certain travail et une certaine puissance au fluide lors de son circulation. Enfin, on voit que ici le transfert thermique reçu de la source froide et le travail reçu du compresseur sont positifs. Or, on sait que sur un cycle, on va le voir dans un instant, eh bien, pour que le système repasse par le même point, il faut bien qu'il ait reçu autant d'énergie qu'il en ait cédé. Donc, il est évident qu'au niveau de la source chaude, qui sera ici l'extérieur, donc concrètement c'est l'extérieur, c'est à l'arrière du réfrigérateur, vous avez le second serpentin, eh bien il faut que l'énergie s'évacue, et donc forcément QC doit être négatif. Voilà pour l'idée. Alors ceci est rendu possible parce que une fois que le fluide a été comprimé, eh bien, il se retrouve plus chaud que la source chaude et il peut évacuer son énergie dans la source chaude. Voilà. Et donc tout le principe du réfrigérateur, c'est grâce à un apport d'énergie. Bien sûr, ce dispositif ne peut pas fonctionner de façon spontanée. L'idée, c'est fondamentalement que l'énergie thermique, elle aille du froid vers le chaud, qui n'est bien sûr pas le sens naturel, mais ceci est rendu possible par la construction du dispositif et l'apport d'énergie extérieure. Donc voilà pour l'idée. Donc c'est toujours important lorsque vous avez un exercice sur un moteur d'ITERM ou sur une machine réfrigérante ou une pompe à chaleur, de commencer par faire ceci. À l'oral, à l'écrit, vous pouvez toujours commencer par faire ça, ce sera forcément utile pour bien se remettre les idées en tête. Voilà pour l'idée. Donc maintenant l'efficacité. Alors l'efficacité, c'est toujours, de façon générale, c'est toujours ce qui est utile sur le coût. Alors là, le coût énergétique est assez facile à envisager. C'est ce que vous payez, c'est le travail ici du compresseur. Donc c'est W. Et ce qui est utile, eh bien, c'est ce que vous allez prélever à la source froide, parce que votre objectif, c'est bien sûr de maintenir le réfrigérateur froid. Donc vous voulez que ce QF soit le plus grand possible. Donc voilà, pour l'idée assez simple, c'est que dans ce cas présent, d'accord, on veut, bien sûr on peut l'écrire rapidement, mais on veut, donc ça il faut, ça c'est le coût
du fonctionnement du compresseur qu'il faut payer. Et ça, c'est évidemment ce que vous pouvez obtenir de refroidissement au niveau de la source froide. Voilà. Alors ça, c'est la forme générale. Cette forme générale, si vous avez éventuellement un diagramme de Mollier, vous pouvez lire directement les valeurs de ces termes sur le diagramme. Ici, vu qu'on fait un fonctionnement idéalisé réversible, on va pouvoir faire des calculs complets. Donc bien évidemment, on va appliquer les lois de la thermodynamique. Donc je précise bien ce que j'applique, d'accord? J'applique le premier principe de la thermodynamique, d'accord? Je l'applique au fluide colporteur sur un cycle. Donc, vous voyez à chaque fois quelle est la loi utilisée, quel est le système considéré et entre quel état et quel état on applique ceci. Donc vous verrez que préciser le système est bien important. On verra dans une prochaine question que préciser le système est assez important. Donc on va bien sûr appliquer le premier principe. Donc de façon assez simple, les variations d'énergie cinétique et potentielle dans le cas d'un réfrigérateur sont tout à fait négligeables par rapport aux variations d'énergie interne ou d'enthalpie. Donc en fait on peut les négliger et on peut appliquer le premier principe sous une forme simplifiée qui est delta U égale W plus Q. Il y a concrètement un travail W reçu au niveau du compresseur et des transferts thermiques QC et QF au cours du cycle. Et l'idée c'est que ici, vu qu'on a un cycle et que U est une fonction d'état, eh bien, vu que U est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'elle ne dépend que de l'état, et donc si vous repassez par le même état, ce qui est le principe du cycle, eh bien U reprend la même valeur. Donc forcément, la somme des trois termes doit faire 0. Voilà. Alors ça, on n'a pas besoin d'avoir un cas réversible, d'accord? Même si vous avez un cycle, à partir du moment où vous avez un cycle, vous aurez la somme de ces trois termes qui fait 0. Donc on a W plus QC plus QF qui fait 0. Par contre, le second principe, donc à nouveau au fluide colporteur sur un cycle, vous avez delta S, la variation d'entropie sur un cycle, qui sera donc, vous avez deux termes d'échange thermique, donc QC au contact de la source chaude ATC, QF au contact de la source froide ATF, et a priori, dans le cas général, le S d'irréversibilité. Donc là, bien sûr, pour simplifier l'exercice, on suppose que ce terme-là fait 0. Donc vous voyez bien qu'ici, si vous n'avez pas l'aspect réversible, vous ne pouvez pas continuer. Et d'autre part, à nouveau, on a un cycle, et d'après le second principe, S est considéré comme étant une fonction d'état, c'est un des postulats du second principe de la thermodynamique, et donc, vu que vous avez ceci, eh bien, vous avez aussi le delta S sur un cycle qui fait 0. Donc maintenant, on n'a plus qu'à combiner les deux relations. La première étape, c'est sans doute de remarquer que QC, ça vaudra donc moins QF sur TCTF, ce qui permettra d'éliminer un des termes. Et maintenant, on repart de l'efficacité. On sait que c'est QF sur W. Le plus simple, c'est, vu qu'on a une relation entre QF et QC ici, c'est d'éliminer le travail. Donc on va écrire ça QF sur moins QC moins QF. Et ensuite, grâce à l'égalité précédemment écrite, eh bien, moins QC, on le remplace par QF sur TC sur TF, moins QF. On peut alors simplifier par QF qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Et finalement, en remultipliant au numérateur et au dénominateur par TF, on obtient que E, c'est TF sur TC moins TF. Avec TC moins TF, on est assuré que le terme est bien positif. Voilà. Et on verra ensuite pour l'application numérique. Bien sûr, ça c'est le cas, on peut dire que on peut rajouter que dans ce cas-là, c'est le cas de Carnot. C'est le cas réversible, mais on se place dans ce cas pour l'instant. Ça ne marche bien sûr que dans le cas réversible. Donc voilà, bon, c'est un calcul assez classique, c'est un calcul de cours assez classique ici. Alors maintenant, on arrive à une question plus intéressante. On se pose la question de savoir, on vous dit qu'on place de l'eau liquide à 0 degré Celsius, donc on suppose que l'eau est déjà à 0 degré Celsius, et on voudrait savoir en fait, grâce au fonctionnement du réfrigérateur, quelle est la masse d'eau qu'on va pouvoir congeler pendant une certaine durée. Donc l'idée que vous avez de l'eau liquide, vu que si on revient ici encore une fois, la source froide perd de l'énergie thermique, donc forcément l'eau liquide à 0 degré Celsius va geler et vous aurez des glaçons. Okay. Donc, alors maintenant on va faire attention au système justement, on va considérer mon système, ça va être l'eau qui est dans la masse d'eau, d'accord, qui est dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, on va dire ici, c'est plutôt un congélateur d'ailleurs, ou dans le freezer du réfrigérateur, et l'eau liquide devient de l'eau solide.
Mais attention, ce système-là, hein, qui est en fait la source froide, eh bien, on sait que le transfert thermique QF qui est positif va de la source froide vers le fluide caloporteur. Or, nous, on s'intéresse au système qui est l'eau dans le réfrigérateur. Donc, bien évidemment, on va définir un transfert comme étant un échange thermique comme étant reçu par notre nouveau système. Et forcément, s'il y a un transfert QF dans un sens, eh bien, il y a un transfert moins QF dans l'autre sens. D'accord? Et maintenant, vous voyez toute la différence, c'est que, on peut le noter ici, c'est que le premier principe de la thermodynamique est appliqué à l'eau de la source froide. Vous voyez, mon système n'est plus le fluide caloporteur, c'est l'eau de la source froide. Je peux appliquer alors une variante du premier principe, je peux considérer une très légère variante, vu qu'on va supposer qu'on est à pression fixée. On peut appliquer le premier principe sous la forme delta H égale QP, le transfert thermique reçu. Alors maintenant, si on fait les choses proprement, eh bien, le transfert thermique qui est reçu, encore une fois, vu que mon système c'est bien l'eau, l'eau elle cède QF au fluide caloporteur, donc l'eau elle reçoit moins QF. Donc QP ici, hein, mon système c'est bien l'eau de la source froide qui est ici, et on voit que ce système reçoit moins QF. Alors maintenant il reste à évaluer le delta H. Alors le delta H, comment faire pour obtenir le delta H? Eh bien on voit bien qu'on a un passage de liquide vers solide. Si nous avions un passage de solide vers liquide, eh bien il faudrait prendre l'enthalpie de changement d'état, donc on va appeler ça petit h si vous voulez, l'enthalpie de fusion, d'accord? C'est-à-dire le coût pour aller de solide vers liquide. Et ça, c'est l'enthalpie massique de changement d'état. Donc forcément, il faut que je multiplie par la masse qui va subir cette transformation. Ici, vous avez une certaine masse qu'on appelle Mt, d'accord? Et vous avez une masse Mt qui subit la transformation. Donc si on avait encore une fois, si on allait de solide vers liquide, le coût serait la masse Mt fois l'enthalpie par unité de masse. Mais on ne va pas de liquide vers solide, de solide vers liquide, mais vers liquide vers solide. Donc forcément ici, vous devez avoir un signe moins. D'accord? Donc forcément, au final, on a bien que le delta H, c'est, si on reprend maintenant, le delta H, c'est moins Mt, le H fusion, qu'on appelle en fait ici grand LF. D'accord? Donc encore une fois, l'enthalpie massique de fusion multipliée par la masse fait la variation d'enthalpie si on allait de solide vers liquide. Et vu qu'on va de liquide vers solide, on rajoute bien un signe moins. Et vu que le système ne reçoit pas QF, mais il reçoit moins QF, on arrive ici. Et vous voyez que si on fait les choses proprement, en considérant le bon système et les bonnes évolutions, eh bien au final, les signes moins finissent par se simplifier. Mais le signe moins ne se simplifie qu'à la fin. D'accord? Donc si on fait les choses bien proprement, les signes sont au bon endroit. Et on trouve que finalement, Mt, c'est QF sur LF. Là maintenant, c'est quasiment terminé parce que simplement, on vous dit qu'on a la puissance, alors c'est un petit peu encore une petite étape encore. Connaissant QF, on peut se ramener au travail parce qu'on sait que l'efficacité c'est QF sur W. Or, on a l'efficacité, donc on peut écrire que QF c'est E fois W. Donc, grâce au résultat précédent, on peut dire que c'est E sur W LF. Et enfin, là c'est assez simple, d'accord? C'est parce qu'en fait, le travail, on vous dit que le compresseur fournit une puissance P et on considère une durée taux, en supposant que cette puissance est toujours la même, eh bien ça fait donc E, P fois taux. Hein. Le travail, c'est simplement la puissance fois la durée. Et on a le résultat qui est ici. Je vais écrire ici, mais la masse de glace formée, c'est E fois P fois T sur LF. Alors il y a une petite approximation parce qu'en fait, il y a une partie de l'énergie qui serait en fait utilisée parce qu'il faut quand même maintenir le réfrigérateur, mais là on suppose que toute l'énergie qui est prise de la source froide sert à faire les glaçons. Voilà pour le résultat, mais bon, faire attention, vous voyez, à mettre les bons signes aux bons endroits en expliquant, ça peut être assez intéressant. Et d'où l'importance de préciser le système. Maintenant, pour les applications numériques avec les valeurs données, donc de l'efficacité, on peut rapidement rappeler. Donc on avait pour l'efficacité qu'on avait donc TF
sur TC moins TF. TF c'est 263 Kelvin. TC moins TF c'est 308 moins 263. Et bon, là on doit faire 45, donc ça fait 263 sur 45 et on arrive à peu près à 5,8 je crois lorsqu'on fait le calcul. Il ne faut pas être surpris que cette valeur soit supérieure à 1. D'accord, encore une fois, l'idée c'est que l'apport du travail permet de rendre l'échange possible, mais si vous voulez, grâce à l'apport du travail, vous arrivez, grâce au cycle, à amener le fluide caloporteur plus froid que la source froide, mais une fois que le fluide caloporteur est plus froid que la source froide peut, entre guillemets, lui fournir autant d'énergie qu'on veut. Donc il ne faut pas être surpris que l'efficacité puisse être supérieure à 1 ici. Alors, bien sûr, l'efficacité réelle est plus faible. Là, c'est une efficacité qui est supposée réversible. En pratique, elle est plus faible que ça. Mais dans ce cas-là, ça fait ceci. Et ensuite, pour la masse, mais donc bien faire attention, donc, et pour la masse, bien penser à passer en Kelvin ici, et pour la masse totale, donc pour l'efficacité, donc disons 5,8 fois la puissance qui est de 200 watts, ça dure 1 seconde. Alors pour l'instant, on a tout mis dans le système international, donc si on laisse dans le système international, les kilojoules, il faut les remettre en joules, donc ça fait 333 fois 10 puissance 3. On va avoir d'abord une réponse qui tombe en kilogrammes, parce que vu il y a les kilogrammes qui sont là, et finalement en repassant en grammes, tout calcul fait, on arrive à une masse de 3,5 grammes. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de passer en joules par gramme. On aurait pu passer en joules par gramme et la réponse serait directement apparue en grammes. Bon, pour éviter de prendre de risques, il faut peut-être mieux tout mettre dans le système international d'unités, mais en se rappelant que l'unité des masses, c'est le kilogramme dans le système international d'unités. Voilà pour la réponse. Donc encore une fois, un exercice qui n'a rien de très compliqué, mais bien se rappeler de toujours faire ce schéma de principe, quel que soit l'exercice de ce type-là, que ce soit réversible ou pas, avec tous les signes. Ensuite, savoir le calcul classique du cas réversible qui est quasiment systématiquement demandé, même si la transformation n'est pas forcément réversible. Et là, voilà, toujours pareil, en thermodynamique, quel est mon système? Et bien faire attention aux signes, faire ça proprement. Là, évidemment, vous serez attendu sur les signes pour que ce soit fait proprement, que ce ne soit pas trop cafouilleux. Voilà ce que je vais dire sur cet exercice. Je vous remercie.